Est-ce que vous aussi, vous pensez que son score risque d'être lilliputien? Écoutez, non. Alors, je parle évidemment de Anne Hidalgo et des propos qu'a tenu l'ancien président François Hollande. Oui, non. Écoutez, moi, je crois qu'après, ce sont des propos qu'il faut remettre dans leur contexte. Et puis surtout, on ne peut pas imaginer un seul instant que ce qui est décrit aujourd'hui dans les sondages soit la réalité de ce que sera le vote des Français pour Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle est la candidate du Parti Socialiste qui reste un parti... Pour vous, c'est pas possible qu'elle fasse moins de 3%? Non, c'est pas possible. Parce qu'on est à peu je près ne crois pas. Moi, je ne fais pas de pronostic parce que on verra dans l'urne le 10 avril et que si je faisais un pronostic, bien évidemment, je souhaite qu'elle fasse un score qui soit bien plus important, qui représente un petit peu ce courant social-démocrate qu'elle porte, cette histoire de la gauche qu'elle porte également. Et aujourd'hui, cette équipe de France des maires, parce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, eh bien, il est représenté par Michaël Delafosse. Vous savez, Michaël Delafosse, maire de Montpellier, qui est un grand maire de Montpellier, il faisait 6% dans les sondages un mois avant son élection. Il a renversé la table, il a été élu. Malgré tout, ces intentions de vote, elles expriment quand même quelque chose. Quand on voit que le Parti Socialiste arrive derrière, pour l'instant, Yannick Jadot, aussi le candidat communiste, Jean Lassalle est à peine derrière, c'est quand même symptomatique de quelque chose où que les idées, en tout cas du Parti Socialiste, n'attirent plus forcément les électeurs. Je ne sais pas si c'est ça qu'on peut dire, parce que vous savez, les idées du Parti Socialiste, on les voit au quotidien, je le disais, dans les villes, et les gens votent pour les socialistes dans de grandes régions. Regardez les conditions dans lesquelles Carole Delga a été élue, la mieux élue de France. Donc on a avec Carole Delga, Michaël Delafosse, avec Mathieu Klein, avec des députés comme Valérie Rabault, comme je crois qu'il y a simplement aussi une campagne qui ne prend pas. Certainement Anne Hidalgo, qui annonce des mesures qui ont vocation un peu à faire sauter le plafond de verre, n'a pas peut-être su jusqu'à présent donner l'image d'un projet, de dire quelle est la société qu'elle veut par rapport à la société dans laquelle on vit. En plus, on est dans un temps de guerre. Je crois qu'il y a plus une question de personnalité qui porte une question de campagne dans les circonstances présentes. Je pense d'ailleurs qu'au moment de la campagne officielle, lorsqu'elle disposera du même temps d'antenne que les autres candidats, elle sera tout à fait en situation de renverser la tendance. Alors, est-ce que, comme Françoise Dumas, vous pensez que les progressistes de gauche sont aujourd'hui avec Emmanuel Macron? Je ne le pense pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont pu se faire tromper par Emmanuel Macron, qui est un grand séducteur. Je pense à Jean-Yves Le Drian notamment. Voilà, qui est un grand séduceur. Après, François Rebsamen, quand même, qui a fait le choix de rejoindre... Mais François Rebsamen, il a fait ce choix, après avoir fait le choix d'essayer au congrès du PS de porter une autre candidature. Donc, et puis, vous aurez quand même appris, quelques jours après, que l'État venait d'annoncer qu'on allait installer à Dijon l'Office international de la vigne et du vin. Voilà, donc, non, mais ce qu'on peut se demander, M. Denat, en tout cas ce soir, c'est est-ce que finalement la gauche du gouvernement, elle n'est pas aujourd'hui avec Emmanuel Macron ? Et que finalement, cette gauche que vous avez combattue aussi pour arriver à la tête de l'État, pour aussi gouverner, pour pouvoir changer la vie des gens, finalement, aujourd'hui, vous en êtes réduit à peut-être cette gauche qui est une gauche d'opposition au niveau national, j'entends bien évidemment. On pouvait penser ça en 2017, avec ce discours d'un jeune président qui voulait prendre les meilleurs à droite et les meilleurs à gauche, être ni de droite ni de gauche. Mais 5 ans après, on a eu un président ultralibéral. Les mesures de protection qui ont été prises parce qu'au moment où tout le monde les prenait en temps de crise, on ne s'est pas singularisé particulièrement. On a aujourd'hui un candidat qui a présenté des mesures cet après-midi qui sont des mesures de droite. Oui, mais ça peut empêcher qu'il y ait quand même pas mal de gens de gauche qui le suivent. Écoutez, on verra. On verra. Moi, je pense qu'il s'est droitisé, que c'est ce qui rend aussi peut-être la campagne de Pécresse plus difficile, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce que propose Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on voit bien, et cet après-midi encore, que tous ceux qui ont besoin, à un moment donné, qu'on leur tende la main, qu'on les accompagne, parce qu'ils n'ont pas eu une naissance favorisée, parce qu'ils ont eu un accident de la vie, parce qu'ils ont des difficultés dans le territoire dans lequel ils habitent. Et bien, tout cela, on va leur demander, en contrepartie, on va leur donner un devoir. Il faut qu'ils rendent à la société ce qu'elle pourra leur donner. On ne demande rien à ceux qui ont multiplié leurs bénéfices par 4 l'an dernier. On ne demande rien à ceux qu'on a exonérés de l'impôt sur la fortune. Et aujourd'hui, finalement, le quoi qu'il en coûte, ce sont les gens qui sont les plus précaires et qui vont petit à petit le payer. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec les tarifs des carburants. L'État, aujourd'hui, il encaisse des taxes.
tout de suite. Bon, et aujourd'hui, par contre, ce sont ceux qui ont besoin de prendre la bagnole pour aller travailler qui les payent. Et donc, on rembourse comme cela le quoi qu'il en coûte, mais on ne va pas chercher l'argent là où il est. Et je ne pense pas vraiment que l'on puisse dire encore aujourd'hui que Emmanuel Macron conduit une politique de gauche, aussi modérée soit-elle. Juste pour continuer sur le Parti Socialiste, on parlait de Carole Delga il y a quelques instants. Elle est pressentie, pour reprendre un peu ce flambeau presque éteint. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Écoutez, Carole Delga, elle a un destin. C'est quelqu'un qui... Écoutez, on verra. Moi, je dis elle a un destin parce que c'est quelqu'un qui a fait son chemin. Il faut se rappeler la jeune députée qui a interpellé les ministres à l'Assemblée nationale. Il faut se rappeler la secrétaire d'État au commerce et au développement de l'économie solidaire qui interpellait un ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron pour témoigner de ces différences. Déjà, il faut se rappeler la femme qui a su, dans un contexte difficile, rassembler la gauche et faire en sorte que cette région dont on disait qu'elle n'existerait jamais, eh bien elle existe aujourd'hui. Et certainement plus de popularité qu'Anne Hidalgo qui, on a l'impression, souffre de... Oui, puis Anne Hidalgo, vous savez, on est en France. Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Oui. Voilà. Est-ce que c'est un avantage d'être la maire de Paris ? Mais vous n'avez pas répondu, M. Denat. Est-ce que Carole Delga, demain, à la tête du Parti Socialiste, est une bonne idée ? Écoutez... puisque ça va se négocier un peu cet été, on verra. Mais non, imagine. écoutez, laissons Carole Delga faire ses choix et laissons les socialistes, d'abord, passer cette élection et décider par la suite comment Allez, avant de donner à l'avenir. La parole à nos sociétaires, un mot peut-être sur Cathy Guyot. Sur les législatives, votre première adjointe qui défendra les couleurs de la gauche sur la deuxième circonscription du Gard en juin prochain, comment faire en sorte de battre le député Rassemblement National Nicolas Maisonnet ? Eh bien, il faut une fois de plus se mobiliser pour qu'il y ait ça a marché au départemental. Un accord à gauche, oui. Vous savez, au départemental, quand on s'est retrouvé devant la Maison Carrée au mois de novembre face à la presse, il y avait peu de journalistes qui pensaient qu'on se retrouverait longtemps après. Et plusieurs mois après, en travaillant beaucoup, chacun y a contribué, l'Union a fait la différence. Mais il faudra que pour les législatives, qui ne seront pas des législatives habituelles, parce qu'aujourd'hui, cette présidentielle, elle ne va pas se vivre comme en 2017. Il ne va pas y avoir un effet. Macron, s'il est élu, sera élu par défaut. Et chacun aura certainement envie de retrouver son camp. Et donc, moi, je crois à l'Union, et nous ferons en sorte, au Parti socialiste, en tout cas moi, pour la contribution que je pourrais apporter, que les conditions de l'Union soient réunies. Allez, on donne la parole tout de suite à Philippe pour sa question, et Corentin, je vous redonne la parole pour parler de Vauvert. Philippe, votre question à notre invité. Merci. Jean, Fabrice Verdier, qui était invité mardi soir sur ce plateau, parlait cette fois-ci que nous avions la gauche la plus bête du monde aujourd'hui. Que penses-tu de cette réaction et de cette évocation ? Eh bien, je partage ce qu'a dit Fabrice, parce que nous devrions aujourd'hui être unis. Et je pense que les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a conduit sa politique auraient dû favoriser, plus que ce que cela a été, l'Union. Alors on a été capable d'être unis, on a encore des députés européens, alors qu'on nous a annoncé la disparition du Parti Socialiste. On a été capable de s'unir avec les écologistes et de conquérir et de conserver ensemble de grandes villes. On a été capable de s'unir ici au départemental, pas partout, mais ici dans le Gard on l'a su. Et sur les présidentielles, on ne l'a pas été parce que ça obéit certainement à d'autres phénomènes, d'autres égos, d'autres stratégies des uns et des autres qui veulent se compter, mais c'est une erreur. Et je pense que les gens de gauche, que je croise tous les jours à Vauvert, nous le reprochent et regrettent toujours que la gauche ne soit pas unie. Vous savez, je le dis souvent et tu le sais, on se connaît, moi je dis qu'il faut respecter les choses. L'histoire de la gauche, c'est sa diversité. Sa responsabilité, c'est sa capacité à se rassembler pour changer la vie. Julien, votre question à notre invité. Alors, j'ai une question un peu personnelle, puisqu'on s'était rencontrés à l'époque, quand j'étais à l'agglomération en 2014, pour envisager les possibilités pour Vauvert d'intégrer l'agglomération de Nîmes Métropole. Alors, est-ce que c'est toujours dans vos souhaits, dans vos envies, dans vos perspectives, ou aujourd'hui, la petite Camargue, ça va bien ? Alors, le contexte de 2014 et celui de 2022 c'est une bonne question. N'est pas le même. On avait prévu de la poser. Ah mince. Mais c'est très bien. N'est pas le même. Pour autant, moi, je pense que si on regarde les choses en prenant un petit peu de hauteur, Vauvert à 25 km, au bord à quelques encablures de Nîmes, a vocation à rejoindre le territoire métropolitain quand le moment sera venu.
Ce moment n'est pas venu aujourd'hui. Pourquoi? D'une part parce que la ville ne le souhaite pas, d'autre part parce que la communauté de communes de Petite Camargue travaille bien, a un projet, se développe, est attractive, et nous offrons aujourd'hui, dans un contexte un petit peu nouveau, des perspectives après le Covid à des gens qui souhaitent quitter la ville. Chez nous, aujourd'hui, on achète des maisons. On n'a pas suffisamment aujourd'hui de logements parce que les gens veulent, chez nous, à Vauvert, bénéficier des avantages de la ville en étant à la campagne. Alors, aujourd'hui, il faut préserver cela. Maintenant, il n'en demeure pas moins que le jour viendra où notre communauté de communes, si elle intègre l'agglo, offrira à la ville de Nîmes un accès à la mer. Et ce n'est pas rien. Et puis ça permettra surtout à Nîmes Métropole de devenir une communauté urbaine. Ça faisait partie d'un des débats municipaux en 2020. Ce que ne souhaite pas la ville aujourd'hui. Ouais. Allez, Corentin, 3 questions rapides sur Vauvert. On le dit peu, mais Vauvert, un petit peu comme Saint-Gilles, se développe beaucoup ces dernières années. De nombreux projets sont en route. Lundi dernier, vous avez voté votre budget, plus de 31 millions d'euros, dont près de 10 millions d'euros en dépenses d'équipement. Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous, monsieur le maire? Alors écoutez, ce qui est prioritaire, c'est de rappeler sans arrêt que Vauvert vaut le détour, d'y venir, d'accueillir de nouvelles familles, des familles jeunes, des gens qui s'installent à Vauvert parce qu'entre Nîmes et Montpellier, eh bien, on a un cadre de vie, on a une animation. Je le disais, on a le service de la ville et on est en même temps à la campagne. Alors nous travaillons la mobilité, la relation avec Nîmes et avec Montpellier, c'est le projet de pôle d'échange multimodal, un gros projet qui sortira cette année avec le concours vraiment important de la région Occitanie et qui va, à la suite de notre pôle d'échange multimodal, modifier à la fois les véhicules, puisqu'on aura au 1er janvier 2023 un train à pile électrique, donc on est aussi dans cette transition énergétique, dans le développement durable, avec une évolution également du niveau de service à la population en 2024, avec donc des allers-retours fréquents entre Nîmes et Vauvert. Aujourd'hui, une liaison par bus qui fonctionne donc un carburant nouveau donc à l'éthanol entre la gare de Vauvert et la gare de Vergès, pour que les actifs, les étudiants puissent bénéficier également de cette gare centrale. Mais c'est pas que ça. La mobilité, c'est aussi, on a ouvert des jardins publics. Parce qu'on a, je vous le disais, donc, pour faire vivre ces familles jeunes, eh bien, il faut des aménagements pour les enfants, il faut des espaces sécurisés, donc on a à construire et à développer un plan vélo. On est dans pour la fédération des UG de la bicyclette, donc la ville du Gard qui est là moins mal notée, parce que le Gard est un département mal noté pour le développement de la bicyclette. Donc on travaille là-dessus. Donc beaucoup sur la mobilité, les transports d'eau. On avance, monsieur, monsieur le maire. Essayez de faire des réponses un peu plus courtes. Parmi les autres projets, donc vous disiez voilà, accueillir, attirer du monde. Il y a une maison de santé aussi qui est en projet. On parle souvent un petit peu des déserts médicaux et des difficultés d'attirer des médecins. Voilà, cette maison de santé, est-ce que vous aurez les médecins pour qu'elle fonctionne? Alors nous sommes mobilisés pour obtenir de l'ARS donc les meilleures possibilités. On est zone d'intervention prioritaire, zone d'action complémentaire. Il y a des médecins qui ont porté un projet de santé publique, donc, et aujourd'hui nous bâtissons la maison de santé pluridisciplinaire dans un cadre particulier, puisque donc c'est le renouvellement urbain du quartier d'habitat social. Au moment où nous parlons, 352 logements sont engagés dans des travaux de rénovation énergétique. Donc nous modifions le cadre de vie. Nous portons également avec la communauté de communes, dont je salue la capacité à innover, un projet de rénovation des 5 centres anciens. Et donc aujourd'hui, vraiment une action très importante sur le droit à se loger et le droit à être bien logé. Un mot rapidement sur le permis de louer aussi, parce que voilà, en matière de rénovation de l'habitat en centre ancien, voilà, vous avez beaucoup accentué là-dessus. Précurseur d'ailleurs, parce que je crois que c'est vous qui avez lancé ce projet en octobre 2019. Ça fait 2 ans, vous avez fait le bilan un peu cette semaine. Qu'est-ce que vous en retenez de ce permis? Dans les maires, il faut des fois savoir prendre des risques. Hein. Peut-être au début, le risque de l'impopularité, si la mesure n'est pas bien comprise. Et donc, cette mesure-là, qui est donc un avenant parlementaire dans le cadre de la loi Allure, nous a permis dès 2019 d'exiger qu'effectivement les locataires soient logés dans des logements dignes. Voilà, c'est pour éviter entre guillemets, que des taudis soient loués. Et puis ça met la pression sur les marchands de sommeil qui voient bien la ville de Nîmes, l'agglo réfléchit à le faire aussi. Oui, on a été les premiers dès le rappeler. Et puis depuis, le téléphone sonne. Comment ça marche? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es content? Oui, c'est bien. On m'a dit que ça marchait bien. Les agences immobilières sont contentes. Les propriétaires le disent parce qu'il y a eu des émissions. On a interrogé les gens. On a été chez les gens, oui. Avec des fois quelques centaines d'euros, on fait en sorte que le logement
établissement soit conforme au règlement sanitaire départemental. On valorise son patrimoine et on est capable donc d'offrir à la population une capacité à mieux se loger. Et nous, améliorer le cadre de vie en centre ancien, dans le quartier habitat social et dans les nouveaux quartiers, dans les lotissements, c'est vraiment un objectif important. Une toute dernière question sur l'avenir. Vous avez quitté votre la question. mandat. Voilà, la toute dernière question de parler avant l'émission de transmission, mais vous avez quitté votre mandat à la région aussi de référent, on va dire, du Parti socialiste dans le Gard. Après 2026, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez continuer à être maire de Vauvert? Eh bien, écoutez, ma succession n'est pas ouverte aujourd'hui. Ce qui importe pour moi, c'est de réussir ce mandat, c'est de faire en sorte, sur une ville qui s'est trop souvent abandonnée au Front National, qu'on puisse donc prendre en compte qu'on vit bien à Vauvert. Cette ville vaut le détour. On est heureux à Vauvert. Et donc pour vous, vous êtes encore le mieux placé pour porter ça? Je pense que je suis encore le mieux placé pour, d'une part, conduire ce mandat, et mes collègues me font confiance. J'ai la chance d'être bien entouré. Une première adjointe à la région, un deuxième adjoint qui est vice-président du conseil départemental, qui a repris mon canton. Voilà, donc des collaborateurs proches qui s'occupent des destinées du Parti socialiste. Alors que demander de plus, si ce n'est de faire un bon mandat, d'être utile. Voilà, et puis ensuite, nous verrons en 2026 comment construire l'avenir. Alors, je crois que Philippe voulait dire un tout dernier mot. Allez-y, Philippe, rapidement. Mais on a terminé. Rapidement. On a déjà dépassé pour l'interview, mais allez-y. Il y a quelques années, on voyait Jean Denat sur la voie verte de Galician qui magnifiait le paysage, qui parlait de ces oiseaux. Est-ce que le maire de Vauvert a encore le temps aujourd'hui de la parcourir? Alors, j'y vais. Pas plus d'un besoin physique. Mais j'y vais un peu moins souvent. Voilà, je fais 3-4 fois 25 km le matin avant de me rendre à la mairie. Et j'emprunte souvent la voie verte. Et puis je vais quelquefois jusqu'à la mer quand j'ai un peu plus le temps. Mais là, je viens d'écrire à la présidente du conseil départemental pour rappeler que nous avions un projet dans le schéma départemental qui permettait de relier Vauvert à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, et Elie Valadier est également partant pour que l'on puisse donc, après avoir relié la mer, être relié petit à petit au pont du Gard.